Bonjour, M. Chermbo. Bonjour Lissa. Vous êtes le directeur exécutif de la COSYDEP, qui est la coalition nationale, qui est la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Oui. Alors, que dites-vous du contexte actuel? Quelle analyse faites-vous du dialogue qui a eu lieu, en tout cas au CICAD? Oui, je voudrais, Lissa, avant tout vous remercier pour nous avoir invités à cette émission de très haut niveau, comme son nom l'indique, et constater que aujourd'hui c'est l'éducation qui a été conviée et qui doit avoir un point de vue sur un secteur qui nous impacte aussi. Saluer aussi les téléspectateurs et toute l'équipe de Presse Afrique. Oui, nous sommes en train de vivre un contexte sociopolitique assez éprouvant. Parce que tous les secteurs d'activité sont fortement impactés, nous le savons, et l'éducation n'a pas pu échapper. Mais ensuite parce que cela, en tout cas, augure de lendemains incertains par rapport à la vie politique de notre pays. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller, quelles sont les perspectives, mais ensuite des craintes sur l'achèvement normal de l'année scolaire. Alors donc tout cela fait que des manifestations qui ont été ressenties jusque dans nos écoles et dans nos universités. Je crois que l'autre élément qui peut être constaté, c'est que quand même, après les turbulences de 2021, nous avions retrouvé le calme et la sérénité dans ce pays. C'est ça qu'il faut rappeler. De sorte que pour ce qui nous concerne, par exemple, le premier trimestre, les mois d'octobre, novembre, décembre, c'était bien déroulé. Il n'y avait pas de turbulence. Nous pouvons tous convenir que le constat c'est après une décision du report que nous avons ressenti ces turbulences. Donc si nous devons nous mobiliser chaque fois que notre système est perturbé ou peut-être perturbé, en ayant le courage de mettre le doigt sur le facteur perturbateur, aujourd'hui ce ne sont pas le manque d'enseignants qui a perturbé notre système, encore moins un dialogue qui ne soit pas inclusif dans le secteur, mais c'est plutôt une décision politique qui est venue impacter le système éducatif. De sorte qu'on pourrait dire que les acteurs politiques ont agressé le système éducatif sénégalais. Et je suis sûr que c'est le même cas pour tous les autres secteurs. Regardez ce qui se passe dans les secteurs du transport, de la santé. Donc tout le monde est complètement perturbé. On ne maîtrise plus notre agenda et nous sommes à la merci en tout cas des attitudes des acteurs politiques. Aujourd'hui, je pense qu'il est l'heure que l'on puisse rappeler aux acteurs politiques qu'ils n'ont pas le seul pouvoir pour ce qui est de cette vie-là. Ils sont minoritaires et nous devons avoir et aménager de l'espace pour les citoyens. C'est ça qui nous permettrait de comprendre que tout le monde n'a pas forcément un engagement politicien, mais de ne pas oublier aussi que les acteurs que nous sommes, nous avons évidemment l'obligation d'être plus présents. Ils sont minoritaires, mais ils détiennent le pouvoir. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, qu'il y a des perturbations. Mais quel peut être l'impact réel sur l'éducation? Oui, ils détiennent le pouvoir, mais au nom du peuple. C'est pourquoi, quand quelqu'un a du pouvoir au nom d'un groupe, il doit être plus à l'écoute de ce groupe. Donc aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est que les alertes qui avaient été lancées par le peuple à travers des organisations citoyennes depuis déjà quelques mois, que nous ayons des autorités qui soient capables d'écouter justement ces alertes du peuple. Vous l'avez fait en tant que presse, nous l'avons fait en tant qu'organisation de la société civile de manière générale, organisation de la société civile dans l'éducation, qui nous étions mobilisés à travers des campagnes, plusieurs campagnes, nos vacances pour l'école, et pour démontrer que, contrairement à ce que nous vivions avant, ces élections devraient être un moment de célébration, un moment de fête. Mais malheureusement, nous sommes en train de vivre le revers. Et donc, vous dites quels sont les impacts sur le système éducatif sénégalais, mais ces impacts sont multiples. Vous avez constaté que l'université a été fermée, en tout cas dans sa dimension présentielle pour ce qui est de l'UCAD, et alors qu'il y a de nouveaux bacheliers qui aujourd'hui avaient été des champions en juillet et qui se sont retrouvés perdus. Donc ça, c'est un problème. L'université a été fermée avec suite à des décisions liées à l'insécurité dans ces universités que nous avions tous constatées et fustigées. Mais jusque-là, il n'y a aucune enquête sérieuse, une enquête indépendante qui puisse nous informer sur les auteurs potentiels, les auteurs réels de ces crises.
Il y avait eu plusieurs hypothèses. Certains considéraient que c'était les étudiants eux-mêmes qui commençaient en tout cas, qui étaient les auteurs de tout ce qu'on a constaté, mais d'autres considéraient que c'est peut-être une certaine opposition qui manipulait ces étudiants-là. Mais il y avait aussi une troisième hypothèse qui pensait que c'est peut-être même des éléments du gouvernement, du parti au pouvoir, qui les manipulaient pour donner une autre image à l'opposition. Donc tout cela fait que nous demandons évidemment à ce qu'il y ait une enquête indépendante, très sérieuse, qui nous permette de voir et d'apprécier les véritables motivations de ce qui s'est passé avec l'université. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Parce que les investissements sur l'université dépassent le régime du président Macky Sall. Donc ça date de longtemps. Mais pensez-vous réellement qu'il peut y avoir une enquête indépendante et véritablement indépendante, surtout là qu'on parle de loi d'amnistie? Oui, mais justement. Une loi d'amnistie qui effacerait en tout cas toutes les tueries, mais aussi les dérives, les incendies d'universités, de biens publics de 2021 à 2023. Oui, mais c'est pourquoi nous, on est totalement contre tout ce qui est loi d'amnistie dans ce contexte. Nous pensons qu'il faut d'abord rétablir la vérité avant même de pouvoir pardonner. C'est ça qui permet à ceux qui ont été les impactés directs de pouvoir mieux pardonner et bien pardonner, et pardonner de façon réelle. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut clarifier certaines choses. Vous prenez le secteur de l'éducation, il y a des enfants qui sont morts, hein, des décès d'enfants et de jeunes. Donc ça, je pense que et c'est eux notre avenir. Donc nous avons l'obligation évidemment d'éclairer ces situations. Vous allez à l'université avec ces saccages que nous avions constatés, beaucoup d'hypothèses, il faut mener une enquête. Est-ce que cela va se faire ou pas? Nous nous pèserons. Nous n'avons pas, vous l'avez dit, nous n'avons pas le pouvoir. Nous ne sommes pas des décideurs, mais nous sommes une voix qui devront compter, et donc une voix qui devra compter, et nous espérons vivement que l'autorité devra être à l'écoute justement de ces voix et aller dans le sens de clarifier. Sinon, ce qui risque d'arriver, c'est que à un certain moment, nous allons encore revivre ces mêmes perturbations. Il faut qu'on apprenne à nous arrêter des fois. Il faut qu'on apprenne à évaluer. Vous restez toujours dans l'université. Nous avons mis en place le système des UVS, des universités virtuelles du Sénégal, qu'on a voulu imposer à l'UCAD pour dire que l'université n'est pas fermée parce qu'il y a l'enseignement à distance. Mais ces virtuels-là, les UVS, qui avaient été mis en place depuis maintenant une décennie, 10 ans, ça mérite d'être évalué. Nous n'avons pas la culture de l'évaluation, Lisa. Ça fait partie de nos problèmes. Nous avons été dans les CNAES, la Concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Ce CNAES-là n'a toujours pas été évalué. Il faut qu'on ait cette culture de l'évaluation, cette culture d'enquête. Enquête pas forcément enquête pour d'abord comprendre ce qui se passe. Et ensuite voir, est-ce qu'il faut sanctionner, est-ce qu'il faut pardonner, est-ce qu'il faut. Mais il faut partir par un état des lieux qui nous permettent, parce que l'avantage d'entrer par une évaluation ou par des enquêtes indépendantes, c'est de pouvoir nous épargner de certaines crises, de pouvoir tirer les leçons. Qu'est-ce que la COSYDEP a réellement fait aussi pour qu'on ait des enquêtes, ou depuis la crise, quels sont les pas que COSYDEP a posés, en tout cas, pour pour dénoncer ce qui s'est passé, et surtout qu'on respecte les institutions et la loi fondamentale? Écoutez, nous, ce que nous faisons, c'est forcément et évidemment en lien avec notre mission et notre personnalité, notre identité. Nous sommes une organisation de la société civile. Nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'université, nous n'avons pas d'étudiants, nous n'avons pas d'enseignants. Donc nous sommes dans l'alerte. Première chose que nous faisons, c'est des actions d'alerte. Alerter chaque fois quand nous avions senti que dans le passé, les élections politiques rimaient toujours avec la perturbation de notre système d'éducation. Donc nous avons alerté en engageant des réflexions, en élaborant des études pour avoir des évidences et dire à l'autorité, attention, nous allons vers une élection, nous sentons que ça peut aller dans tous les sens. Et quand on est alerté, on pense que le risque est maîtrisé. Ça, nous l'avons fait, et ça, c'est notre mission. Ce que nous avons fait, c'est d'avoir des actions modèles dans des zones pilotes. Parce que, comme j'ai dit, on n'a pas les moyens de faire l'ensemble du territoire. Nous avons mis en place, nous avons accompagné des lycées et mis en place un programme qu'on a appelé LM2C, lycée modèle de la citoyenneté et du civisme. Pour entrer dans nos écoles, dans les lycées, à Dakar, à Diourbel, accompagner les enfants, surtout les lycéens. Parce qu'il faut le remarquer, Lisa. Aujourd'hui, quand on parle de l'engagement
politique des élèves, il faut le mettre en lien avec la baisse de l'âge du vote. Vous allez dans les lycées, les 2/3 ont plus de 18 ans. Donc, ils sont devenus des acteurs politiques, contrairement aux autres années où il fallait avoir 21 ans. Donc, qu'on les retrouvait à l'université. Aujourd'hui, nous avons des lycéens qui sont invités à savoir discerner, à savoir écouter le code politique et à pouvoir prendre en tout cas des positions. On leur demande de venir voter. Donc, tant que nous sommes dans ce régime, où nous avons une république qui considère que les 18 ans ne sont plus des enfants, ils ont maintenant l'âge de voter, il faut les considérer comme étant des acteurs politiques. Et sous cet angle, nous les avons accompagnés à travers ces lycées modèles de la citoyenneté pour leur demander, en tant que primo-votants, de prendre aussi, en tout cas, ce que leur donne la Constitution. Aller prendre leur carte, aller voter, mais le faire en toute responsabilité. Ça, nous l'avons fait. Nous avons aussi mené des actions en termes de pacification du système quand on a été perturbé par le jeu politique en 2021. Les écoles qui étaient impactées à Ziguinchor, l'Université de Dakar et d'autres écoles ont vu évidemment des investissements en termes de préparation et d'accompagnement. Ça, nous l'avons fait parce que c'est notre rôle. Mais au-delà de cette sensibilisation, au-delà en tout cas de ce plaidoyer, est-ce que COSYDEP est membre de Aar Sunu Élection? Vous savez, Aar Sunu Élection n'est pas une organisation. Oui, c'est une coalition, c'est une synergie d'action. Oui, mais c'est juste une plateforme une synergie d'action. D'échange. Donc, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas dire « je suis membre de Aar ». On est membre d'autres structures qui, à un moment, ont senti qu'il fallait, en tout cas, faire converser les actions et les initiatives et se mettre dans une plateforme d'échange d'activités. De plateforme d'échange. Mais est-ce que vous êtes signataire de... Oui, nous sommes membres de SOSP. SOSP, ah d'accord. Nous sommes membres de mesures. Donc, c'est des initiatives qui ont été mises en place quand on a senti des turbulences. Et quand il y a eu évidemment ce report de l'élection, nous avions suggéré dans la plateforme mesures et SOS qu'il ne fallait pas continuer à démultiplier les plateformes. Donc, avoir un espace de dialogue des plateformes. Et c'est à ce titre-là que nous sommes dans Aar Sunu Élection, pour être cohérents. Nous sommes dans Aar Sunu Élection parce que nous avions rappelé qu'il était essentiel que cette multiplicité de plateformes puisse être, en tout cas, qu'on puisse converger vers de l'efficacité. Et donc, nous avons été ensemble, de manière spontanée, Aar Sunu Élection, ça d'ailleurs est une plateforme très spontanée, de manière spontanée, au lendemain de la décision du président pour dire, ayons une plateforme multi-acteurs où on va y rencontrer des secteurs différents, où on va échanger de manière responsable, de manière citoyenne sur les enjeux, mais où au lieu d'être complètement écartelé, décloisonné pour ne pas être efficace, où on va faire converser nos initiatives et nos actions. Donc, c'est une plateforme d'échange, une plateforme de partage Aar Sunu Élection. Mais depuis qu'elle a été mise en place, comment vous appréciez en tout cas ces actions? Pensez-vous qu'il y a des choses à améliorer? Oui, comme dans toute organisation, il y a des choses évidemment à améliorer. Oui, lesquelles, mais ici, ce que nous apprécions de positif, c'est que Aar Sunu Élection, depuis le début, a précisé que ce n'était pas une plateforme qui était ouverte aux acteurs politiciens. Donc ceux qui sont dans des partis politiques, connus dans des partis politiques, n'étaient pas invités dans Aar Sunu Élection. Mais il a été aussi clarifié que Aar Sunu Élection, ce n'est pas une organisation. Ça veut dire que ça va disparaître une fois qu'on va retrouver en tout cas le fonctionnement normal où on aura l'élection présidentielle. Donc sous cet angle-là, je crois que ça a été bien clarifié. Maintenant, évidemment que dans les dispositifs, puisque c'est une plateforme spontanée, il y aura des difficultés dans la mise en œuvre de certaines actions, des difficultés dans les ressources à mobiliser. Donc il peut y avoir des difficultés de cet ordre-là. Mais au total, ce qui est essentiel dans cette plateforme d'échange qui s'appelle Aar Sunu Élection, c'est que chaque acteur partie prenante de Aar fasse preuve de responsabilité et aide à ce qu'on puisse atteindre les objectifs. Donc voilà, donc ce sont les actions des différentes parties prenantes qui vont faire Aar Sunu Élection. Donc il faut le voir ainsi. Est-ce que vous avez été partie prenante de la journée Ville Morte? Comment vous avez apprécié en tout cas cette journée Ville Morte? Écoutez, nous on est solidaires à toutes les actions de Aar, c'est ça la conséquence. Quand tu es dans une plateforme d'échange, de partage, bon, quand il y a des actions qui sont développées, avec en tout cas une prise de décision fondée sur la démocratie, la majorité, vous devenez solidaire.
Maintenant, il faut juste comprendre que cette journée ville morte, qui avait été initiée surtout par les syndicats qui étaient dans Aar Sunu Élection, c'est aussi une forme de riposte qu'on peut comprendre. Parce que vous savez, quand quelqu'un se sent agressé, écoute, il utilise juste ses ressources et ses moyens. Il y a certains qui avaient des groupes parlementaires, ils les ont mobilisés quand ils se sont sentis agressés. C'est ça les moyens et les ressources dont ils disposaient. Nous, ce que nous avions, c'est évidemment des initiatives citoyennes de ce genre, organiser des marches, organiser des rencontres. Ces syndicats ont manqué quand même de... en tout cas, ils n'ont pas pu mobiliser pour faire réussir en tout cas cette journée d'action-là. Oui, ça on peut le constater, mais écoute, moi je pense qu'il faut aussi qu'on change de paradigme en évaluant ces genres d'actions. Ça veut dire que quand je crois que ce qui est grave et dangereux, c'est de ne pas prendre d'initiative dans des situations pareilles. Le simple fait de prendre des initiatives, pour moi, c'est déjà un élément, c'est une réussite. Oui. Parce que ça montre qu'on est dans la citoyenneté. Maintenant, je suis bien d'accord, mais quand on prend une initiative aussi, on crée les conditions pour la réussite de ces initiatives. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Maintenant, parce que vous travaillez avec les syndicats et ces syndicats-là qui sont engagés dans cette journée ville morte, je pense qu'ils n'ont pas mené la communication qu'il fallait et les démarches qu'il faut pour faire adhérer, disons, leur mandat ou leur base autour de ce projet-là aussi. Oui, je disais, il est important que les gens essayent par rapport à ces situations de ne pas être des spectateurs passifs. Il faut qu'ils prennent des initiatives, qu'ils fassent entendre leur voix avec des modalités différentes. Certains ont organisé des marches, d'autres des rassemblements, d'autres ont organisé des panels, certains ont fait des études. Donc les gens, vous avez organisé des plateaux, donc chacun peut s'exprimer à sa façon. Ça, c'est un aspect. Et donc nous avons été solidaires pour ça. Ça, c'est un aspect. Maintenant, l'autre chose, c'est que quand on est en situation d'urgence, on a très peu de temps pour réussir ces genres d'initiatives. Parce que c'est une situation d'urgence. On se réveille le matin, on nous dit, voilà le résultat du dialogue, voilà ce qui s'est passé ici. Ben, écoute, de manière spontanée, les gens prennent quoi? Ils prennent une décision sans avoir forcément le temps pour mûrir ces décisions, pour organiser cette initiative. Donc ça aussi, on peut le comprendre sur cet angle-là. Maintenant, ce qui est important à mon niveau, ce n'est pas ça, Lisa. Ce qui est important, c'est, même s'il y avait un seul Sénégalais qui se mobilisait pour dire, et pour l'annoncer, venir ici à Presse Afrique, vous dire, aujourd'hui, je n'ai pas travaillé parce que je veux que le président revienne sur sa décision. Je veux aller voter parce que c'est un droit pour moi. J'ai le droit d'aller voter. On parle des candidats spoliés, on parle des invalidés, on parle des candidats validés qui avaient seuls le droit de discuter avec le président. Mais on oublie le citoyen sénégalais qui, depuis un certain temps, depuis des années, parce qu'on savait que c'était les derniers dimanches de chaque mois de février, depuis du mois de février, depuis des années, c'était préparé à aller voter. Et on lui dit, du coup, tac, tu ne votes plus. Donc ça aussi, il devient spolié, il devient quelqu'un qui a été invalidé, il devient quelqu'un qui a été perturbé. Agressé même. Agressé. Donc il est essentiel à notre avis qu'on ait une autre posture vis-à-vis de ces manifestations. Qu'on soit dans ce que j'appelle l'écoute positive et l'écoute active. Le décideur doit se dire, écoutez, ce n'est pas est-ce qu'il y a 1000 personnes qui sont levées ou est-ce que ça a réussi ou pas, mais quel a été le message d'un groupe de Sénégalais. Mais justement, cher, en fait, par rapport un peu au positionnement stratégique de la COSYDEP, qui en tout cas cherche à promouvoir, à protéger l'école, est-ce que aussi c'est conscient, c'est responsable aussi que COSYDEP fasse partie d'une journée de ville morte où les enseignants boudent les classes? Écoutez, nous, sur la question des perturbations, je voudrais préciser 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que c'est un principe. COSYDEP est contre tout facteur qui puisse bloquer le fonctionnement normal et régulier de l'institution scolaire. Je crois que si nous sommes connus par la plupart des Sénégalais, c'est notre attitude. Chaque fois qu'il y a eu des grèves, nous n'avons jamais voulu et nous avons cherché tout le temps à calmer. Nous avons toujours alerté pour dire attention, il y a des facteurs endogènes à l'interne du système. Il faudrait évidemment faire attention à ça pour veiller à ce que notre système éducatif ne soit pas perturbé. Donc ça, c'est un principe de base. Le droit fondamental à l'éducation, c'est un principe de base. Mais l'autre principe aussi qui est là, c'est le principe lié à la protection et à la sécurité des enfants. Nous pensons que chaque fois qu'il y a des turbulences ailleurs, qui puissent en tout cas impacter sur la protection et la sécurité des enfants, nous devons aussi nous lever. Vous vous rappelez quand il y avait eu les manifestations de mars, nous étions consultés par les ministres.
et nous lui suggérions en son temps de fermer les écoles. Chaque fois qu'il était informé qu'il y aurait des turbulences. Parce que simplement, l'enfant qui quitte chez lui, qui va à l'école à 8 heures, et qui se retrouve à partir de 10h, 11h avec des jets de grenades lacrymogènes, il est perturbé. Des pierres. Des projectiles. Quand à 15h, il devra rentrer chez lui, il devient évidemment fragile. Donc, il faut avoir cette double préoccupation du quantum horaire, le temps d'apprentissage, et de la protection et de la sécurité des enfants. Quand les enseignants qui sont dans Art Sénégal avaient organisé leur première manifestation à travers ce que qu'on appelle l'arrêt de travail à 10h, ce jour-là, c'était un jour de manifestation. Nous, si on était les gestionnaires du système, avant même les enseignants, on aurait demandé à ce que l'école puisse avoir un arrêt pour ce jour-ci. Simplement pour des questions de soucis, pour des questions liées à la sécurité et à la protection des enfants. Donc, au total, nous ne soutenons pas de grève. Nous nous battrons toujours contre les grèves, mais nous le ferons surtout en amont, en termes d'alerte. Vous êtes destinataire de nos alertes, vous, Presse Afrique. Vous êtes destinataire de nos alertes. En termes d'alerte, nous faisons tout pour évidemment essayer d'anticiper les difficultés et d'apporter des propositions de solutions, de recommandations, des suggestions pour ne pas vivre des situations de perturbation. Mais quand on en arrive à une crise sociopolitique, il faut dire qu'aucun secteur n'y échappe, y compris l'éducation, et c'est cela aussi la réalité. Donc, pour répondre vraiment de manière directe à votre question, nous ne soutenons pas, nous ne soutiendrons jamais une grève d'enseignants ou de quelque nature que ça puisse être. Nous tenons évidemment à ce que le temps d'apprentissage puisse être garanti parce qu'on est un pays jeune, un pays qui compte sur les jeunes. Le droit à l'éducation, c'est une réalité. Un Sénégalais sur 2 a moins de 19 ans, donc à l'âge scolaire. Donc nous veillerons sur cela. Ça, c'est un élément pour nous qui est fondamental. Mais nous mettrons tout le monde devant ses responsabilités. Quand la grève est suscitée par les politiques, nous devrons mettre le doigt sur eux. Quand la grève est aujourd'hui, nous considérons que c'est les politiques qui ont agressé le système éducatif. Les autres n'ont été que dans la réaction. Je l'ai rappelé, au mois d'octobre, novembre, décembre, il n'y a pas eu de turbulence. Les enseignants, ils avaient même des difficultés pour avoir, en tout cas, une opportunité d'aller en grève. Ce n'était pas possible. Parce qu'évidemment, tout était assez bien maîtrisé. Mais aujourd'hui, il faudrait évidemment constater que ces turbulences, si nous voulons trouver la vraie solution pour que les enfants ne perdent pas une seule heure dans l'enseignement-apprentissage, il faut adresser le déclic de cette crise-là. Il faut l'adresser de manière profonde. Et évidemment que nous constatons qu'il y a des enseignants, des syndicats d'enseignants qui ont été dans les manifestations de contestation. Il y a d'autres qui ont préféré prendre du recul par rapport à ça. Ça aussi, nous le comprenons. Mais tout le monde a essayé de réagir parce que tout le monde a eu mal à un moment. Je rappelle à nos chers téléspectateurs et internautes que nous recevons aujourd'hui dans cette émission Haut Niveau Monsieur Cheikh Mbow, secrétaire exécutif de COSYDEP. Alors, est-ce que vous avez été au dialogue national convié par le président de la République l'année passée? Non, je n'y ai pas été. Et pourquoi? Parce que, je n'ai pas reçu d'invitation. Donc, si vous aviez reçu une invitation, vous alliez partir? Non, ce n'est pas ça. Le donc-là est très... je crois que le donc-là n'est pas évident. Mais je dis, on n'a pas reçu d'invitation. On l'aurait reçu, on l'aurait posé sur la table pour évidemment apprécier. Ça, c'est un premier aspect. Mais 2, nous pensons qu'en ce moment, on n'est pas à l'heure d'un dialogue. Mais les amis à partis politiques, là, ils étaient en dialogue récemment, c'était pour organiser les élections. On les a entendus être en dialogue pour aller vers les élections. On ne comprend pas pourquoi on devrait aller encore en dialogue. Nous n'avons pas compris cela, d'autant que il y avait juste des questions précises à régler. La question de la date de l'élection. Ça, nous pensons que le président n'a pas besoin d'aller vers un dialogue. Il avait juste à rencontrer les parties prenantes directes. Ça veut dire les 19 qui avaient été retenus par le Conseil constitutionnel. Ensuite, à côté peut-être de ses techniciens, Sénat et tous ceux-là qui peuvent le conseiller. Peut-être le ministère de l'Intérieur. Et ça ne devrait pas prendre l'allure d'un dialogue. Parce que pour nous, le Sénégal aura besoin d'un dialogue, mais après, ce sera après cette élection-là. Après cette élection, nous devrons dialoguer profondément pour réfléchir sur la refondation nous concernant du système d'éducation. Nous devons dialoguer profondément. Mais est-ce que vous avez écouté le président de la République ce lundi-là, lors, en tout cas, du lancement du dialogue? Son discours, est-ce qu'il vous a rassuré? Écoutez, nous l'avons écouté. Nous espérons que lui aussi qu'il nous a écoutés, parce que même ceux qui n'y étaient pas y ont été d'une certaine façon. Les gens se sont exprimés
de plusieurs façons. Le président supposé être le plus renseigné. Je suppose qu'il connaît la position de COSYDEP, des acteurs de art, des validés, des spoliés. Il a toutes les informations. Et donc, sous cet angle-là, nous espérons surtout qu'il nous ait écoutés. Mais qu'est-ce que moi, personnellement, en suivant à la télé ce dialogue que j'ai constaté, c'est que, ce que le président avait dit en introduisant le dialogue, c'est cela qu'il a répété en concluant le dialogue. Donc c'est comme s'il n'y avait pas cette écoute, cette ouverture dans l'écoute qui lui permettrait de faire changer ou de faire bouger ses positions. Rappelez-vous, vous pouvez remettre ça. C'est exactement les mêmes indications qui avaient été soulevées à l'introduction qu'il a répétées à la conclusion. Donc on se demande à quoi cela a servi. Est-ce que les acteurs qui ont été contre sa première prise de position ou contre ceux qui soutenaient le président, est-ce que ces acteurs ont bénéficié d'une écoute attentive et de qualité de la part du décideur? Donc ça, pour nous, c'est un problème. Parce que quand on parle de dialogue, je veux dire, toi, tu dois pouvoir changer de perspective en entrant dans un dialogue, comparativement à la sortie. Donc, donc vous voulez dire quelque part que les résultats du dialogue ont été quasiment préfabriqués? Oui, ce que je veux dire, c'est que nous avons eu l'impression que le président avait une idée très claire de là où il voulait en arriver. Et malgré le dialogue, avec le dialogue, il est resté dans ces mêmes conclusions, dans les mêmes indications. Donc vous semblez dire, ou en tout cas étayer les propos de ceux qui disent que le président légitimise à travers le dialogue ces décisions qu'il avait déjà prises auparavant. Oui, oui, on pourrait le dire en ces termes. Mais moi, en mes termes, me concernant, comme j'ai dit, nous sommes société civile, nous avons l'habitude d'organiser le dialogue. Nous ne savons faire que ça. Merci. Et quand nous organisons un dialogue, un des principes, c'est que celui qui organise, celui qui invite à un dialogue, il doit être dans des dispositions de faire bouger ses positions. Quand nous l'écoutons au début du dialogue et à la fin, nous avons entendu les mêmes discours, les mêmes indications, la même attitude, la même personne. Donc on se demande aujourd'hui en termes d'efficacité, est-ce que le dialogue a impacté sur ces directions? C'est cela le questionnement fondamental et qui nous amènerait à dire, est-ce qu'il était important, est-ce qu'il était utile d'organiser justement ce dialogue-là? Si on devait, en tout cas, aboutir à la même conclusion qu'à son hypothèse de départ. Donc ça, c'est ça la question fondamentale qu'on se pose. Et cela nous renforce dans notre conviction que nous n'avions pas besoin de faire semblant d'organiser ce dialogue-là. Le président avait tous les outils, il avait tous les points de vue de tous les acteurs de nature différente qui devraient lui permettre, en lien avec les validés par le Conseil constitutionnel et ses techniciens, de nous amener vers la décision qui doit se conformer aux indications du Conseil constitutionnel. Parce que, à ce moment, c'est lui-même qui l'avait dit aux spoliés quand il est venu quand il les a rencontrés. Il leur a dit, l'autorité, c'est le Conseil. C'est le Conseil constitutionnel. C'est lui qui nous a rappelé. L'article 92, on ne peut pas revenir sur une décision du Conseil constitutionnel. constitutionnel. C'est lui qui l'avait dit. Donc cela était un message très rassurant. C'est lui qui avait dit, même pour justifier le troisième mandat, il avait dit, j'ai écouté, y compris des amis, des membres de l'APR, ils voulaient que je me lance dans ce troisième mandat, pour la plupart d'entre eux, mais je l'ai refusé pour mettre en avant la République. Donc cette attitude, ou ces deux attitudes, nous confortent que le président pouvait évidemment aller dans le sens voilà, de ne pas organiser ce dialogue et d'aller dans le sens de la décision du Conseil constitutionnel. Autrement, ce qui risque d'arriver, c'est que dans des situations de turbulence politique, nous, Sénégalais, nous comptons sur cette autorité, cette juridiction suprême qu'est le Conseil constitutionnel pour arbitrer, mais nous avons l'impression que les acteurs politiques veulent revenir et être au-dessus du Conseil constitutionnel. Au-dessus de la loi, simplement. Au-dessus de la loi. Parce qu'en réalité, les décisions du Conseil constitutionnel ont une valeur juridique. Donc, si elles ne sont pas respectées, quelque part, les gens sont des contrevenants de la loi. Et ça pose problème, parce que le Conseil constitutionnel se positionne en arbitre, il les a écoutés, il les a observés, les gens ont déposé pour des candidatures. Après analyse, de par ses prérogatives, il dit, voilà, finalement, sont les 19 qui sont trucs. Il y a eu cette loi avec l'Assemblée nationale, le décret du président de la République. Il a dit, tout cela, je vais annuler. Donc c'est lui qui doit se positionner en arbitre. Mais aujourd'hui, on semble dire à l'arbitre,
attention, c'est nous qui allons encore vous dire quelle attitude vous devez prendre. Non, ce n'est pas comme ça que doit fonctionner notre école. Et nous, en tant qu'éducation, nous sommes très préoccupés par cela. Parce que simplement, théoriquement, nous enseignons à nos enfants, théoriquement, ce que c'est que la République. Nous leur enseignons c'est quoi l'indépendance des pouvoirs. Nous leur apprenons qu'est-ce que c'est que la présidence de la République, qu'est-ce que c'est le Conseil constitutionnel. La valeur de la parole donnée aussi. Il faut qu'il y ait un impact pédagogique entre ce que nous leur apprenons théoriquement et ce qu'ils doivent voir de manière pratique sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous comptons encore, nous avons encore un peu d'espoir. Nous espérons que... À quel niveau l'espoir? Mais l'espoir, c'est au niveau surtout du gardien de la Constitution. Le gardien de la Constitution, à ce stade, c'est lui qui peut aussi aider à décanter. Mais le gardien de la Constitution, c'est le président de la République. C'est le président de la République. Et c'est le président de la République qui a pris acte du communiqué, en fait, de la décision du Conseil constitutionnel et qui avait promis de respecter cette décision et qui malheureusement est en train de passer outre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut valablement, disons, avoir espoir avec le gardien de la Constitution? Oui, c'est pourquoi je fais bien mes choix dans les titres. Cette fois-ci, je ne parle pas du président du parti ou de celui-là, de porteur d'un candidat. Il n'est jamais trop tard. Je pense qu'il faut aider le président, il faut appuyer le président pour qu'il ait une sortie honorable. Il n'est jamais trop tard. Je crois qu'un grand homme, il est connu dans ses possibilités à reculer. Mais vous pensez que le président a reculé? Vous n'avez pas vu le président reculer? Très rare que de le voir reculer. Mais je dis, sur cette question, nous espérons peut-être qu'à travers votre émission, à travers d'autres qui l'ont vu, à travers les messages de certains religieux qu'on a écoutés durant le dialogue, qu'avec le recul, il pourrait encore nous surprendre positivement. On va l'espérer, parce que l'homme est fait d'espoir. Nous avons de l'espoir. Mais nous pensons aussi que les Sénégalais, de manière générale, devraient prendre leurs responsabilités dans cette situation. Parce que c'est une question qui interpelle toutes les catégories d'acteurs. Le Sénégal, ce qui va se passer, si on l'entérine, ça va être un précédent dangereux. Nous allons nous tous disparaître, nous allons mourir. D'autres générations diront, écoute, à ce moment, vous aviez laissé jouer ce jeu. Donc je pense que sur cet angle-là, chacun a une responsabilité. Il faut juste qu'on refuse d'en faire juste une question entre partis politiques, entre candidats. Il faut que les citoyens qui sont en tout cas les meilleurs éléments dans un dialogue, parce que quand on parle justement de dialogue, le simple fait d'organiser des élections, mais c'est le moment le plus inclusif en termes de dialogue, où on interpelle 7 millions de personnes pour leur dire venons dialoguer, discutons de qui doit être notre président. Donc si on veut faire un dialogue véritablement inclusif et citoyen, il faut qu'on donne de la place à ça. Ça c'est un aspect. L'autre aspect, pour nous, il faudrait qu'on change de paradigme en faisant en sorte que la voix du citoyen... Il y a un citoyen, Lissa, qui n'a pas décidé d'être dans des partis politiques, mais il reste sénégalais. Il reste très engagé. Celui-là, il faudrait qu'on ait de l'espace pour l'écouter. Il y a de nouvelles voix qu'on est en train d'entendre depuis ce report, qu'on n'a pas entendu quand il parlait de clés USB ou de candidats recalés, etc. Parce qu'ils n'étaient pas dans la politique politicienne. Il y a aujourd'hui qu'on doit faire attention à ça. Et parmi ces nouvelles voix-là, vous voulez parler à qui, par exemple? Nous, on en fait partie, par exemple. Nous, on nous a très peu entendus, presque jamais entendus sur des questions politiciennes. Oui, il y a les Kader Boy, des intellectuels. Ils sont nombreux. Et même d'autres organisations. Et d'autres organisations également. Ça sont des personnalités indépendantes, mais même des organisations qui avaient une ligne très claire. Nous, on nous entendait simplement sur les questions d'éducation. On a toujours refusé de nous exprimer sur des questions politiciennes. Non, les questions politiques, on en a toujours parlé, parce que nous, on pense qu'on est plus politique que qui que ça puisse être. Parce que nous avons notre hypothèse de développement. Nous pensons que ce pays se fera ou pas par l'éducation. Ça, c'est politique. Mais les perspectives politiciennes, on a toujours refusé de le faire. Donc le danger, c'est aujourd'hui que les hommes politiques puissent être mis carrément à côté et que les citoyens se mobilisent pour dire laissez-nous notre République. Nous avons besoin de notre République, protéger notre Constitution. Mais que faut-il faire pour mobiliser ces citoyens-là? Parce que quand même, l'heure est grave et aujourd'hui, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire selon vous, en tant que COSYDEP, en tant que aussi membre de la société civile? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser la population? Écoute, ce qu'il faut faire, c'est que chacun soit dans son rôle, c'est tout. Il y a les partis politiques du pouvoir comme de l'opposition, notamment ceux qui se sentent un peu agressés, qui devraient s'affirmer davantage pour informer, sensibiliser et mobiliser leurs militants. Pas pour leur demander de venir casser quoi que ça puisse être, mais juste une information citoyenne, ça, il faut le faire. Vous, de la presse, vous avez une responsabilité
pour rester à côté du citoyen, parce que nous savons aussi qu'il y a toutes sortes de presse, rester à côté du citoyen, informer vrai, parce que la masse a besoin d'être éclairée. Nous, quand on était plus jeunes, chaque fois qu'il y avait des questions pareilles, il y avait des universitaires très distants, très objectifs. Une certaine presse, moi je me rappelle, je le cite souvent, de Wolf Hebdo, de Sud Hebdo, qui venaient vous éclairer. Donc on a besoin que les masses soient éclairées sur les enjeux de manière objective et chacun puisse prendre ses responsabilités. Justement. Sur la base de l'information, il dira c'est juste ou ce n'est pas juste, mais il aura au moins la bonne information. Ce qu'il faut faire, c'est que nous, organisation de la société civile, qu'on reste véritablement équidistante et qu'on puisse jouer pleinement notre rôle d'éveil, d'alerte, avec tout le courage que ça requiert, mais en informant vrai et juste. Donc ça aussi c'est important, en mobilisant aussi tous ceux qui croient en nos principes pour que véritablement... Ce qu'il faut faire, c'est cela. Il faut que les masses, ceux qui ne sont pas, qui sont majoritaires et qui ne sont pas dans les partis politiques, aient les bonnes informations, les vraies informations. Et ça, ce sont les indépendants qui doivent pouvoir leur permettre de le faire. Les indépendants, c'est la presse, les indépendants, c'est les universitaires, les indépendants, c'est la société civile, qui doivent donner les bonnes informations aux Sénégalais lambda, qui devra apprécier, sur la base des informations, chaque Sénégalais pourrait objectivement apprécier et dire ça, nous l'acceptons ou ça, nous le rejetons. Donc je crois que c'est ça qu'il faudra faire, éclairer les masses, ça, il faut le faire. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de veiller évidemment à ce qu'il y ait une mobilisation, une forte mobilisation, qui permette à ce que les fondements de notre République ne soient pas tout le temps agressés. Et malheureusement, nous perdons, nous ne savons plus où se trouve la vérité. Nous avons des difficultés à comprendre un président qui dit aux spoliés, écoutez, vous devez vous référer au Conseil constitutionnel, mais qui après lui-même n'applique pas de manière totale la décision du Conseil constitutionnel. Nous perdons quand nous entendons un président ou même des leaders de partis d'opposition dire nous allons demander à nos députés, oubliant que c'est des députés du peuple. Nous perdons quand certains usent de certains privilèges pour faire avancer certains agendas. Ça, on se perd pour ça. Donc, nous perdons quand nous voyons ces clivages au sein de presque toutes les organisations, au sein de tous les Sénégalais. Donc, le Sénégalais est complètement... voilà, il y a cette approche binaire qui fait qu'on est pour ou contre, on est oui ou non, vrai ou faux. Personne n'est plus dans une posture qui lui permette évidemment d'avoir la distance nécessaire pour apprécier en fonction d'éléments concrets. Donc ça, on n'est plus dans ça. Donc nous perdons pour cela. Et ça, c'est d'autant plus regrettable que nous sommes un pays jeune, je le rappelais. Trois quarts de notre population est jeune. Et celui-là qui va être demain élu, il sera attendu à avoir un capital humain solide. Et sur cet angle-là, nous devons investir en ces jeunes et veiller à ce que nous leur enseignons, que ça puisse se refléter dans les activités des hommes politiques. Nous perdons quand le Sénégal avait été tout le temps une référence. Nous, on a des amis d'ailleurs qui aujourd'hui nous interpellent. Nous sommes très mal à l'aise parce que véritablement ce qui est en train de se faire ici est difficilement justifiable. Et donc tout cela fait que nous perdons. Oui, nous devons retrouver ce Sénégal qui soit la lumière. Ce Sénégal qui était l'exception dans ce Sahel qui était en crise. Ce Sénégal où c'était l'état de droit qu'on mettait en avant. Mais ce n'est pas évident que seulement avec des paroles qu'on puisse retrouver ce Sénégal-là, mais juste une transition vers cette loi d'amnistie, parce que vous parlez en tout cas des jeunes qui composent l'essentiel de la population sénégalaise, mais aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de jeunes qui ont été tués lors de ces manifestations entre mars 2021 à 2024 plutôt. Alors, pensez-vous que cette loi d'amnistie soit une panacée? Vous l'avez dit tantôt lors de votre propos au départ, mais qu'est-ce que vraiment comptez-vous faire pour aussi contrecarrer cette loi-là, même si vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas peut-être dans les cercles du pouvoir, qu'est-ce que vous comptez faire et quelles sont en tout cas les propositions que vous faites pour que cela ne passe pas ou que même si ça passe, que les gens fassent tout pour effacer cela? Lisa, ça m'amène à votre phrase de transition. La parole, elle peut être importante. C'est la parole qui nous avait rappelé « I have a dream ». Les gens l'ont intériorisé, la parole.
pour avoir de l'espoir. C'est la parole qui nous a dit l'apartheid est un crime contre l'humanité. Ça, nous l'avons intériorisé. Vous vous rappelez, nous tous, on nous a appris l'apartheid est un crime. À l'école, on nous a construit pour nous dire vous ne devez pas soutenir l'apartheid. Oui, la parole est importante. La parole, les poètes, ils ont fait changer les choses. Les griots, tout ce qui est autorité coutumière, ils ont fait changer des choses. Nos autorités religieuses qui sont là, ils ont donné des indications, c'est encore la parole. Oui, la parole peut faire bouger les choses. Mais maintenant, quelles sont ces paroles-là? Est-ce qu'on peut espérer une parole ou des paroles qui feront changer les choses ici au Sénégal? Voilà, donc au Sénégal... elles proviendraient d'où aussi? Au Sénégal, moi je pense que c'est... Il faudrait juste qu'on ait des actions différentes, hein, évidemment, en fonction de la posture de chacun. Je le disais à des amis qui disent il y a des organisations qui font, ou même l'État qui organise trop de séminaires, ils sont trop dans la réflexion. Mais si on veut changer, il faut à la fois faire dans la réflexion, faire dans l'action terrain. Il y a certains qui vont faire passer le message. Regardez les artistes. Ils font faire passer des messages. Ouais. Il y a d'autres qui peuvent organiser, comme vous dites, des séminaires, des échanges pour pouvoir construire des consensus et imposer ça aux acteurs politiques. Ils sont aussi importants. Il y a d'autres qui sont plus forts dans les manifestations de rue, qui vont organiser des marches. Ils sont importants. Il y a des autres qui vont animer, comme vous êtes en train de faire, des réflexions à travers des plateaux TV. Oui, il faut qu'il y ait des actions diversifiées et complémentaires. Il y a d'autres qui vont partir d'une analyse, de l'étude, pour rappeler ce qui s'était passé dans notre Sénégal d'avant, ce qui se passe ailleurs en faisant du benchmarking, voir quels ont été les impacts de telle attitude. Qu'est-ce qui nous a amené à vivre ce qui se passe au Mali, au Burkina, qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Donc ça aussi, c'est des études qui pourraient aussi faire changer les choses. Donc, chacun doit être dans son rôle. Il doit être dans ses stratégies. Ne pas minimiser la stratégie de l'autre. Et être complémentaire. Nous avons des rôles différents, mais très, très complémentaires. Ouais. Donc oui, la parole peut faire changer les choses, mais pas seulement la parole, il faut combiner ça avec d'autres stratégies. Pour nous, ça, c'est un élément qui est essentiel. Qu'est-ce que nous allons faire par rapport à ce qui est amnistie? Nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de députés, nous ne sommes pas ministres, nous ne sommes pas assistants. On n'est pas exécutif. Ce que nous pouvons faire, c'est dénoncer. C'est justifier. C'est démontrer que ça, si nous le faisons, nous ne trouverons pas la bonne solution. Parce qu'il faut aller vers de vraies solutions, pas de fausses solutions. Et quelles sont les vraies solutions? Les vraies solutions, c'est d'abord de faire l'état des lieux, d'avoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Pourquoi cela s'est passé? Quels ont été les auteurs de ça? C'est sanctionner. De sorte que tout le monde soit rassuré. Qu'on sache que tel phénomène a été impulsé par telle action ou telle, et que les gens puissent prendre des dispositions. Et qu'il y ait des mesures, quand je parlais de fondation, des mesures qui doivent se refléter dans nos textes de loi, dans les orientations. Et que c'est ça qu'il faut faire. Et après cela, si on veut, on peut pardonner. Mais il faut d'abord faire. D'accord. Mais que pensez-vous des libérations en cours actuellement? Et on parle même de Benteleb Sow qui est actuellement libre et d'autres détenus politiques qui sortent en tout cas des prisons à travers tout le Sénégal. Il faut aller dans ce sens pour apaiser. Mais il faut le faire dans la vérité. Ça, pour nous, c'est important. Le faire dans la vérité, c'est ne pas aller vers l'amnistie. Ça veut dire que si demain, on se rendait compte que ceux qui sont libérés, ou parmi ceux qui sont libérés, ils ont été fautifs d'une façon ou d'une autre, il va falloir sanctionner. Si on se rend compte que ce sont les FDS, comme certains le supposent, si c'est l'exécutif, il faut sanctionner. Donc, nous devons avoir cette culture. C'est ça qui devrait nous amener vers ça. Pour nous, ça, c'est un aspect qui est essentiel. Mais nous pensons aussi que sur ces libérations, ça me permet de lancer un message à l'endroit, pour en tout cas les enfants et jeunes qui étaient en détention et qui ont été libérés, et qui sont dans des situations assez difficiles. Ils ont besoin d'une prise en charge psychosociale. C'est des enfants. Un enfant de 16 ans. Ils sont autour de combien? Je ne connais pas exactement le nombre, on est en train de faire le point. Mais j'ai été interpellé directement par certains parents. Directement, Lisa, juste avant de venir dans votre émission. Ah oui? Un enfant qui était en classe de seconde, qui a fait 8 mois en prison, et qui a besoin de réintégrer, d'être réinséré, et qui a des difficultés par rapport à ça. Parce que, dit-on, il avait déjà perdu une année scolaire. Et ça a impacté un peu sur son âge scolaire. Donc la prise en charge psychosociale. Donc sous cet angle-là, nous pensons qu'il faut continuer évidemment ce dégel, ça c'est un élément essentiel, mais il faut l'accompagner aussi d'une prise en charge psychosociale, parce que certains ont été fortement traumatisés, mais aussi veiller à ce que leur réintégration, leur réinsertion
puisse être assurée pour ce qui est des jeunes et des élèves. C'est le retour pour le droit à l'éducation. Ça, pour nous, c'est essentiel. Autrement, ils vont devenir oisifs et donc peuvent être même des dangers ou, en tout cas, ils vont être impactés par d'autres dangers, à la merci de tout. Oui, il faut aller dans le sens de décrisper, ça c'est important, mais il faut trouver la vraie solution. La vraie solution, c'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Et c'est l'occasion, évidemment, de rappeler que notre position sous cet angle-là est très claire. Il faut que le Conseil constitutionnel puisse prendre toutes ses responsabilités pour arbitrer. Parce qu'apparemment, il a pris une décision. Apparemment, on est en train d'interpréter sa décision de toute façon. Il faut qu'il soit encore plus clair en proposant une date. Donc ça, je pense que s'il est saisi par le président de la République, il va être encore plus précis. Parce que peut-être qu'il n'a pas été précis, que les gens se sont permis d'aller dans tous les sens. Et ça nous permettrait... Nous avons envie, Lisa, d'aller voter et d'en finir. Il faut que les Sénégalais aillent voter parce qu'il y a d'autres enjeux qui nous attendent. Il y a d'autres préoccupations qui sont là. Nous avons tous des agendas perturbés. Nous avons le droit de passer à autre chose. Cette élection, ça va être un jour. C'est juste un moment de la vie de la nation. On ne peut pas nous prendre pendant 5 ans et nous mettre tous les agendas. Pendant plus de 5 ans, on est en campagne électorale. Ça suffit, basta, doyna. Il faudrait qu'on aille dans le sens d'organiser enfin cette élection dans les plus brefs délais, en respectant la décision du Conseil constitutionnel, ça nous permet de... Voilà, les Sénégalais vont choisir. Hein. Et au-delà de l'aspect politique, il y a des perturbations sur tous les secteurs. Tous les secteurs sont perturbés. Sur vraiment tous les agendas. Et ça, quand même, il y a des répercussions qui peuvent être vraiment désagréables, qui peuvent être fâcheuses, en tout cas, pour certaines organisations. Donc, vivement qu'on dépasse cette phase. Oui. Qu'on aille vers l'élection du président de la République par les Sénégalais. Ils choisiront qui ils veulent et le Sénégal va pouvoir faire face à d'autres enjeux. Nous en avons besoin et nous sommes pressés de vivre ça et de dépasser cette campagne, ce jeu d'acteurs politiques qui ne dit pas son nom, avec de l'égoïsme que nous sentons, chacun parlant, agissant à son nom pour les intérêts de son propre groupe. Je pense que nous devons en finir avec ça et puis libérer le peuple. Mais pour le cas de libérer des détenus, mais il faut libérer le peuple. Il faut libérer le peuple. Mais justement, pour le cas de Ousmane Sonko, pensez-vous qu'il doit être libéré rapidement? Écoutez, ça, c'est pas moi qui... Hein, je crois que je n'ai aucun pouvoir par rapport à ça. Mais pensez-vous? Mais oui, mon point de vue, c'est que, oui, il doit être libéré. Je crois que c'est une demande forte du peuple. Quand nous regardons, en tout cas, tout ce qui s'est passé concernant ces différents dossiers, ben, nous considérons évidemment que c'est quelqu'un qui... Véritablement, il n'y a aucune raison qu'il puisse le retenir encore en prison. De même que Diomaye, c'était une sortie qui était là, et d'autres acteurs qui étaient là. Donc je pense qu'il faut... Pour un post Facebook, Diomaye. Pour un post Facebook. Donc tout ça, en tout cas, profane que nous sommes, on ne comprend pas. Parce que quand même, là, quand on parle du droit, il y a aussi un problème de bon sens tout court. Le bon sens, voilà, ne donne pas raison à ces actes qui ont été faits. Donc nous pensons qu'il faut libérer le président Ousmane Sonko et tous les autres détenus. Voilà, et puis voilà, qu'ils puissent être aussi revenir parce que le pays en a besoin. Un pays a besoin de postures différentes. Quand un pays deviendra monotone, ça ne passera pas. Il faut qu'on ait un pouvoir fort, un gouvernement qui ait une vision très claire. Mais il faut qu'on ait une opposition forte. Une opposition qui donne des alternatives et qui challenge le pouvoir. Et il nous faut avoir un troisième pied, une société civile forte, une société civile qui n'est pas liée aux agendas des uns et des deux premiers groupes. Ça, si nous avons ces 3 pieds, un pouvoir fort, une opposition forte, une société civile forte, le pays va aller. Mais si nous voulons que tous parlent d'une même façon, qu'il y ait, je ne sais pas quoi, qu'on soit dans un pays monocolore où on va être en monologue, où on dit tous la même chose, tout le monde... Non, ça ne passera pas. Ce qui fait fonctionner un pays, même un homme, même vous et moi, ce qui nous fait fonctionner, c'est les challenges. Il faut qu'on ait des challenges, il faut qu'on ait des défis, il faut qu'on laisse ces enjeux, il faut qu'il y ait de nouvelles questions qui viennent nous agresser, il faut que les gens nous permettent de nous réinterroger, d'interroger nos pratiques, nos stratégies. C'est ça qui nous permet d'avancer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko n'a pas raison sur quasiment tout le monde par rapport au déroulement séquentiel des choses? Parce que on disait qu'il était belliqueux, qu'il était à la base de toutes les manifestations qu'il y avait. Mais il semble, en tout cas, par rapport aux faits, et surtout aux agissements du président de la République, que, en tout cas, c'est de l'autre côté. Ousmane Sonko, il a, pour moi, un avantage pour ce pays. Parce que s'il n'y avait pas Ousmane Sonko, peut-être qu'il y a beaucoup de questionnements qui ne seraient pas agités.
il est important, quand je parlais de diversité des acteurs, diversité des points de vue, un pays a besoin d'un Ousmane Sonko. Aujourd'hui, les dégel qu'on est en train de constater avec la libération des détenus semble dire que, voilà, que ce n'est peut-être pas vrai. Donc ça c'est un... Qu'il a peut-être raison sur nous. Qu'il a peut-être raison sur nous. Alors, tout ça, c'est des... Comme vous dites, il a peut-être raison. Donc, on s'interroge, on se pose des questions, on n'a pas de réponse. C'est pourquoi il faut aller véritablement, non vers l'amnistie, mais vers de véritables réponses à ces questions pour que vous et moi, qu'on ne dise plus, il a peut-être raison, mais qu'on soit un peu plus affirmatif. Il nous faut avoir des données qui nous permettent de savoir s'il a fait ou s'il n'a pas fait. Ça, je crois que Ousmane Sonko lui-même en a besoin. Donc, sur cet angle-là, je pense que nous pensons qu'il faut, oui, le libérer. Il faut aussi continuer à faire les investigations qu'il faut pour que chacun puisse être libéré et que le Sénégal puisse être gagnant, parce que le Sénégal va pouvoir apprendre justement de ces informations pour prendre les décisions qui lui permettent de finalement échapper à des situations pareilles. Et pour de bon. Pour en revenir au saccage de l'université, l'université avait été fermée, ou en tout cas, oui, elle avait été fermée parce qu'elle a été ouverte il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours. Alors, par rapport à cette ouverture-là, il y a eu beaucoup de pression du corps enseignant, des syndicats, des étudiants. De nous-mêmes. De vous. Mais, malgré toutes ces pressions, elle n'a pas été rouverte. Mais, curieusement, dans cette vague de décrispation, on parle de réouverture de l'université. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ben, ce que ça nous inspire, ça veut dire que donc, quand on parle de réouverture, ça veut dire que l'université avait été fermée. Moi, j'ai eu un débat avec le ministre de l'Enseignement qui voulait me démontrer que l'université n'est pas fermée, parce qu'il y avait le virtuel. Aujourd'hui, si on reste dans leur vocabulaire, on parle de réouverture, ça veut dire que c'est une façon de reconnaître que l'université avait été fermée. Écoutez, l'UCAD n'avait pas pour vocation de faire du 100% virtuel. Donc, si on en arrive à proposer du 100% virtuel, ça veut dire qu'il y a problème. Effectivement. Il y a de l'injustice dans la gestion de cette affaire-là. Parce qu'il y a eu des étudiants qui, parce qu'ils ont des moyens, ils sont issus de parents plus nantis, eux, ils faisaient cours et en présentiel. Ouais. C'est un problème d'injustice qui est posé. Donc ça serait une préoccupation. Vous l'avez signalé? Oui, bien sûr, ça on a signalé. Il y avait des étudiants, des trucs qui étaient complètement ouverts. Parce que, voilà, il fallait payer et ils avaient les moyens évidemment de le faire. Donc cela pose problème. L'autre préoccupation, c'est évidemment les nouveaux bacheliers. Les nouveaux bacheliers qui ont fait jusqu'à la classe terminale, ils n'étaient pas habitués au virtuel. Ils n'ont pas été préparés à ça. Et subitement, on leur dit, vous faites tous du 100% virtuel. Et déjà, qui ne connaissent même pas l'environnement universitaire. Qui ne connaissent même pas, qui avaient besoin d'un minimum de tout. Donc, c'est les plus grands perdants. Mais l'autre chose aussi que ça nous inspire, c'est qu'il est important qu'on puisse revenir à l'orthodoxie par rapport au calendrier universitaire. On ne maîtrise plus le calendrier universitaire. Et je crois que ça a fait l'objet de beaucoup d'appels où on disait il faut retourner à un calendrier universitaire connu. Et si je le mets en relation avec ces perturbations du calendrier électoral, ça nous inquiète aussi. Parce que si on va dans le sens de la décision ou de la recommandation du dialogue, ça veut dire qu'on sera prêt, comme nous l'avons fait pour le calendrier universitaire, à perturber notre calendrier électoral. Notre calendrier électoral avait été stable. Dernier dimanche du mois de février. Passation le 2 avril. Si aujourd'hui on organise des élections après le 2 avril, ça veut dire que pour avoir un président qui va faire 5 ans jour pour jour, il va falloir complètement changer. Et celui-là, s'il se fonde sur ce président, il va encore le perturber. Et ce que vous êtes en train de vivre au niveau de l'université, on le vivra au niveau plus macro. Oui. La perturbation du calendrier républicain, ça, personne n'y a pensé, mais quand même c'est une... Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons de veiller à ce que nous-mêmes, notre génération ne soit pas, en tout cas, auteur ou acteur quand il y a eu ces perturbations du système électoral. Le Sénégal n'avait pas été en crise. Nous ne l'avions pas encore senti. Mais c'est aujourd'hui, avec cette décision, que nous commençons à sentir une crise. Nous avons mis dans une crise. Tout à l'heure, je te disais qu'on ne perd jamais d'espoir. Le président de la République, il y a des Sénégalaises et des Sénégalais qui l'aiment bien. Il doit en prendre conscience. Et qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il a dit. Il faut qu'il écoute plus ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Je me rappelle du temps de mon grand-père Abdoulaye Wade.
je disais aux gens qui étaient autour de lui que moi, je pense que j'aime plus le vieux que vous. Parce que moi, je ne le trompe pas. Quand on lui avait fait vouloir avaler qu'il mettait 40% de son budget dans l'éducation. J'étais au palais, je lui ai dit, monsieur le président, vous êtes un champion en termes de budget pour l'éducation, mais vous n'êtes pas à 40%. Vous ne pouvez pas mettre 40%. Donc il faut que le président, qui lui est venu des couches, qui a vécu tout ce que nous connaissons, qui a vécu toutes ces histoires, ce président, qui vient des entrailles du Sénégal. C'est ça. Qui a vécu aussi voilà, toutes nos difficultés, qui est issu de familles modestes, c'est lui-même qui le dit. Donc à qui on n'a aucune leçon à donner en termes de cette vie précaire ou des difficultés que nous sommes en train d'affronter. Je crois que ce président qui est né dans les années 60, ce président devrait pouvoir être plus à l'écoute de ceux qui ne sont pas forcément... Justement, en parlant de budget, 4 milliards avaient été dégagés par l'Assemblée nationale dans le budget du ministère de l'Enseignement supérieur pour, disons, réfectionner les bâtiments saccagés à l'université. Mais est-ce que vous vous êtes demandé où sont partis ces 4 milliards? On est en train d'exiger, de demander. Jusque-là, il n'y a aucune lisibilité sur la question. Donc je pense que sur cette question... Parce que aussi, l'un des prétextes qui avait été servi pour, disons, récuser la reprise des cours en présentiel, c'était que, en fait, la réflexion n'était pas encore terminée. Oui, bon, heureusement que vous avez parlé de prétextes. Il y a eu beaucoup de prétextes par rapport à ça. Nous savons que, nous en sommes presque persuadés que la raison était plus politique qu'autre chose. Donc le reste, c'était juste des prétextes. Et donc, de ce point de vue-là, comme on est en train de vivre au plan politique, de ce point de vue, nous continuons évidemment à considérer que, véritablement, tu sais, la question de l'université, c'est d'abord une enquête indépendante de l'ISA. Il faut qu'on ouvre l'université et son campus social aussi, que les enfants puissent pouvoir bénéficier de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont, et de jeunes d'universitaires, d'étudiants, qui peuvent être dans des difficultés si le campus social n'est pas ouvert. Il faut qu'on l'ouvre. Il faut que nos universités puissent fonctionner comme il le faut. Il faut que nos leaders, qu'ils soient politiques, de la société civile et ailleurs, puissent tous porter un message très clair pour dire qu'il faut épargner l'université, l'école des jeux d'acteurs. Il faut qu'il y ait une union sacrée autour de l'école et de l'université. Ça sont des préalables. Sur ces questions, parce que celui qui va être élu demain, il a besoin d'un capital humain de qualité. Donc il n'a pas intérêt à saccager l'université. Et la préoccupation première, la préoccupation pédagogique première, ce n'est pas de venir sanctionner. Mais c'est d'abord de comprendre pour pouvoir corriger. Surtout ça. Et quand tu mettras en œuvre, tu auras la légitimité parce que tu vas être soutenu par ces acteurs. Tu valorises les acteurs, tu valorises les organisations. Ça, c'est la demande fondamentale. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme dans ce sens-là. Ce que nous sommes en train de vivre, même nous invite à refonder notre système éducatif. Il faut refonder notre système éducatif. Qu'est-ce que nous enseignons dans nos classes? Il faut revoir ça. Parce que ceux qui sont les auteurs de ce que nous sommes en train de vivre, que ce soit les 7 sages, ils sont sortis de nos écoles. Donc ceux qui pensent que ces 7 sages, certains ont été corrompus, qu'ils considèrent que c'est des produits de l'école. Ils s'adressent à des produits de l'école. Vous avez parlé des grèves. Nous, une de nos craintes, on a parlé de protection et sécurité. Si on avait réglé la question de la protection et de la sécurité, on allait dire pas de perturbation du tout, même en période de crise. Allez en classe, ils vont être enfermés, ils seront plus en sécurité même en classe. Ils vont venir faire le cours et pouvoir partir à l'heure indiquée par les autorités. Mais aujourd'hui, avec des écoles qui sont complètement ouvertes, pas de clôture, vous mettez les enfants à l'école, au moment où il y a des adultes, grands frères qui sont dans la rue, ben écoute, c'est même être irresponsable que de le faire à notre niveau. Donc, à notre avis, il faut être raisonnable. Oui, nous ne voulons pas de grève, nous ne voulons pas qu'on touche au quantum horaire des enfants, oui, mais nous tenons aussi à la sécurité et à la protection de nos enfants. Chaque fois qu'il y a crise, il y a d'autres institutions qui continuent à fonctionner ou qui sont correctement bien. Vous semblez donner en tout cas des indications au prochain président de la République et nous espérons que ce sera pour bientôt et que le Conseil constitutionnel va prendre ses responsabilités, dire le droit et imposer ce qu'il y a à lieu de faire, tout en espérant que ça va nous éviter en tout cas une crise institutionnelle ou constitutionnelle. Mais si vous aviez un mot à placer à l'endroit du prochain président de la République, ça serait quoi en quelques mots? Parce que l'émission tire à sa fin. Nous avons pensé que le président doit nous amener vers la matérialisation de la refondation du système, parce que je crois qu'en termes de curriculum, les Sénégalais se sont suffisamment exprimés par rapport aux langues nationales, par rapport à la place des offres non formelles, telles que les DARA,
par rapport au droit à l'éducation pour tous, pour qu'on ne laisse personne en rade. Je crois que ces aspects-là, on en a suffisamment parlé. Il faudrait qu'on nous amène vers cette école qui réponde à nos valeurs. Donc ça, c'est un aspect qui est essentiel. Mais de manière globale, je crois que un des challenges, c'est de travailler à ce que les fondements de la République puissent être préservés. Pour nous, ça, c'est un aspect sur lequel il devra fortement travailler. Mais ça, pour le faire, il faut qu'il puisse se départir de certains lobbies. Donc, nous pensons qu'il ne doit pas être un président d'un parti politique, quoi. Donc, il faut qu'il soit un président, un véritable président de la République, de l'État, le président de tout le monde, de ceux qui sont avec ou contre lui, de la société civile. Pour la patrie et non pour le parti. Et non pour le parti, comme avait promis l'actuel président, le président Macky Sall. Il faudrait qu'on vive ça, que tout le monde puisse attester que c'est un président de la patrie et non d'un parti. Donc ça, je crois que c'est un des challenges qui est attendu du président qui va être élu. L'autre challenge, c'est la dépolitisation de l'administration publique. Il faudrait que tout ce qui est nomination par des voies politiciennes, qu'on puisse nous départir de ça. Ce pays regorge de sommités, de ressources humaines de qualité qui sont très peu utilisées ici au Sénégal, mais qui le sont ailleurs. Et donc, nous devons évidemment faire en sorte que les compétences qui sont là, que ces compétences soient dans votre parti, dans un parti d'opposition ou dans la société civile, que ces compétences puissent être identifiées et mises au profit de ce pays, au nom du pays et tout simplement. Donc ça, pour nous, c'est un aspect qui est essentiel. Mais il faut qu'il soit aussi un président qui puisse nous aider à ce qu'on a toujours appelé des acquis, qu'on puisse les préserver. Au Sénégal, les gens n'avaient jamais eu de problème pour parler, ils s'exprimaient. L'expression, c'est ça notre force. C'est important. Et je le disais à des amis d'ailleurs d'autres contrées, je n'ai pas cité leur pays, qui me disaient, mais vous parlez trop. Je dis, vous ne savez pas que c'est là où se trouve notre secret. C'est notre richesse. Parce que vous ne parlez pas, vous êtes obligé de sortir les armes. Donc il faut qu'on ait un président qui permette aux gens de s'exprimer démocratiquement, librement, que les gens parlent, s'expriment. Ça ne signifie pas de l'indiscipline. Et ça lui permet simplement d'avoir le tempo, la température, le climat, et ça permet à chacun de pouvoir s'extérioriser. Exact. Et s'extérioriser par la parole est préférable que de s'extérioriser autrement. Donc ça, je crois que sur ces questions, c'est fondament qu'on connaissait du Sénégalais. Le Sénégalais qui répond au téléphone, il n'avait pas de calcul. Tu ne te disais pas, écoute, je parle sur ça, je fais attention à tel. Les gens s'exprimaient, ils étaient libres, ils pouvaient venir dans ton émission, dire ce qu'ils pensent, toute bonne foi. Donc il faut qu'on retrouve ce Sénégal-là. Donc quelqu'un qui unit, quelqu'un qui rassemble, quelqu'un qui écoute tout le monde. Il écoute tout le monde. Ça, c'est pour nous, c'est un élément qui est essentiel, qui est fondamental. L'autre chose pour nous, c'est aussi quelqu'un qui, en termes même de justice et d'équité, il va être fortement attendu. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y a deux Sénégalais, celui qui est avec toi et celui qui est contre toi. Il faut donc que cette justice-là puisse s'appliquer à tout le monde. En valeur absolue, à faute égale, il faudrait vraiment que la justice puisse sanctionner de la même façon. Ce n'est pas forcément ce que nous sommes en train de vivre. Donc le président, il a tous ces challenges-là. Il faut qu'il puisse renforcer. Oui, parce qu'il faut le dire, avec le président Macky, il y a eu des acquis. Donc il faut qu'il puisse faire le point sur les acquis et les renforcer. Donc être dans ça, parce que nous avons toujours été contre, par exemple, une politique où on nie tout. Par exemple, pour ce qui est du plan de l'éducation, qu'un président dise, voilà, je reviens, je mets tout dans l'eau et puis je reprends un nouveau plan. Ça ne marche pas. Il faut partir de l'existant pour le renforcer, le consolider. Les gens travaillent sur les plans d'action prioritaires liés au PSE. Il y a des acquis qui sont là, il faut les prendre et les renforcer. Donc, c'est ça ce dont on a besoin. Nous avons besoin d'avoir un président qui soit à notre image. Parce que nous autres Sénégalais, nous sommes intelligents. Ah oui, ça, vous le savez, vous rencontrez d'autres ailleurs et vous savez que nous sortons du lot. Nous ne sommes pas mal, nous ne sommes pas nuls, nous sommes bien. Nous sommes bien sur le plan comportemental, nous sommes bien à tout point de vue. Nous ne sommes pas méchants. Le Sénégal n'est pas méchant. C'est récemment qu'on connaît maintenant le sang. Le Sénégal ne connaissait pas le sang. Les gens ne sont pas... Ils peuvent juste parler, ils peuvent crier, mais ils n'étaient pas méchants. Donc, ils n'étaient pas violents. Ils n'étaient pas violents. Donc, à notre avis, nous pensons que ce président devrait nous ramener vers ça. Donc, s'il y a ces équilibres, ça va aller partir des acquis, les consolider, les renforcer, voir les erreurs liées donc, au traitement dans la justice à l'équité, corriger de manière responsable, en écoutant tout le monde, prendre de la hauteur pour mettre la patrie devant, le parti comme on dit. Donc ça pour nous c'est important, écouter tout le monde, être le président de tout le monde, valoriser tout le monde, prendre le meilleur
de ce qui dort en chacun d'entre nous, parce que chacun a du meilleur en lui. Mais prions et espérons que ces perturbations ne vont pas avoir un impact sur les prochains examens et concours. Oui, parce que, évidemment que nous espérons que ça va se calmer, parce que nous espérons que le président de la République va aller dans le sens de respecter la dernière décision qui va être encore prise par le Conseil constitutionnel, en supposant que le Conseil constitutionnel va prendre toutes ses responsabilités, parce qu'il aura écouté toutes les voix. Il y a eu un dialogue qui est allé au-delà du CICAD. Hein. Tout le monde s'est exprimé. Il n'avait pas besoin de dialogue. Tous se sont exprimés. Donc si on combine ça, on sait ce que veut le peuple. Et puisque la justice c'est pour le peuple, le droit c'est pour le peuple, nous pensons qu'on va aller dans ce sens-là. C'est ça qui nous permettrait de pouvoir mettre une fin à cette étape de la vie. Aller aux élections, aller à l'élection présidentielle, choisir un président et avancer. Autrement, s'il y a des turbulences sur le champ socio-politique, de la même façon que les commerces ne vont pas échapper, de la même façon que toi, tu vas revoir ton agenda ici à Presse Afrique, de la même façon, l'école pourrait être perturbée. C'est cela la réalité. L'école sénégalaise n'est pas hors du Sénégal. L'école sénégalaise est dans le Sénégal. L'école sénégalaise est à Médina, c'est quelque part à Thiaroye, il est à Ziguinchor, il est aux Parcelles, il est à Matam. Donc quand il y a des turbulences dans ces zones, ça va impacter. Les enfants qui sortent, qui sont dans cette école sénégalaise, ce sont les enfants qui ont pour papa ou oncle, tante en conflit. Donc il y a cette relation. Ici, la véritable question, c'est que ce n'est pas des questions internes à l'école qui sont en train de perturber l'école ou qui risquent de perturber l'école, mais c'est des questions externes. Donc si tu veux trouver la vraie solution, il faut adresser les questions externes. Allons à l'élection et vous verrez que l'école va se stabiliser. Ça, je pense que ça c'est un élément. Maintenant, le principe fondamental, c'est que, quelle que soit la turbulence, nous devons veiller à ce que le droit à l'éducation puisse être évité. Ça, c'est un principe de base. Mais ce principe-là, il faut aussi l'utiliser, le manier en lien avec la pratique. Donc c'est véritablement, nous, le message qu'on voudrait lancer dans ce sens-là. Monsieur Mbow, je vous remercie. Nous sommes au terme de cette émission. Ça a été très dense. On n'a pas senti l'heure passer. Mais en tout cas, pour ces éclairages, mais surtout aussi ces positions courageuses et importantes, en tout cas pour notre démocratie et notre société, tout en espérant en tout cas que le Sénégal ne va pas flancher et va continuer à rester en tout cas ce pays tant envié par disons, la sous-région et un peu partout à travers le monde. Presse Afrique vous remercie et nos fidèles téléspectateurs et internautes aussi vous remercient. Ben, je vous remercie fortement et puis vous encourage pour ce que vous faites. Merci. C'est vrai que c'est la première fois qu'on m'entend m'exprimer sur ces aspects. C'est important. Donc vous avez réussi à me secouer un peu, véritablement, mais nous pensons avoir donné nos points de vue en tant que citoyens, parce qu'avant d'être acteur de l'éducation ou directeur de COSYDEP, nous sommes d'abord sénégalais. Et il y a à un certain niveau des questions qui, en tout cas, qui nous interpellent, où nous devons donner notre point de vue, parce que l'histoire devra retenir qu'en ce moment, quand cela se passait, nous avions dit ce que nous pensions en toute bonne foi. Nous espérons être bien écoutés, bien entendus par les décideurs, parce que nous ne le sommes pas, et qu'ils sachent que c'est des contributions positives. Ça aussi, c'est une forme de participation au dialogue. Exactement. Nous espérons qu'ils vont le mettre dans le panier, ce qui nous permettra évidemment d'en sortir, grandi, parce qu'une crise, c'est aussi des opportunités. Nous pensons que nous allons apprendre de cette crise pour que le Sénégal se renforce davantage. Je vous remercie. Merci, M. Mbow. Merci, c'est moi qui vous remercie et qui vous encourage. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Merci.